L'engagement littéraire s'est traditionnellement opéré sur deux modes, l'engagement par des prises de position politiques et l'engagement par les œuvres. Alors l'engagement par les œuvres, qu'il soit revendiqué ou non, est consubstantiel de la forme littéraire, comme le soulignait Sartre. Je souscris en effet à l'idée sartrienne que l'écriture engage, mais à partir de fondements philosophiques différents de la philosophie existentialiste. La littérature est en effet une forme symbolique, selon le concept de Cassirer. Elle véhicule une vision du monde. Même s'il n'est pas sans poser de problème, ce concept de vision du monde mérite, à mon sens, d'être réhabilité contre celui d'idéologie qui a été en vogue dans les années 70, mais qui renvoie à une conception politique élaborée et cohérente, alors que la vision du monde englobe les schèmes de perception et de jugement esthétique et éthico-politique plus flous, tout en établissant un rapport entre le monde possible de la fiction et le monde réel, qui est une des conditions de la communication avec le lecteur. Alors cette vision du monde, ces schèmes, et j'y insiste, leur mise en forme, suscite chez le lecteur ou la lectrice des réactions, des émotions, une réflexion qui va de l'empathie à la répulsion, en passant par la pitié, l'indignation, le dégoût et autres émotions liées à des jugements d'ordre moral. Sous ce rapport, la littérature peut être un instrument de reproduction de l'ordre social comme de subversion ou à tout le moins de remise en cause ou de dénonciation de certaines conditions. Et j'essaierai de le montrer à travers des exemples contemporains en recourant à la notion de violence symbolique forgée par Pierre Bourdieu. Alors ce pouvoir symbolique des écrivains, qui peut agir comme un contre-pouvoir, sous-tend la légitimité qu'a acquise depuis le XVIIIe siècle, avec la prise de position de Voltaire dans l'affaire Calas, la figure de l'écrivain engagé qui reconvertit ce pouvoir symbolique pour intervenir sur des questions culturelles, socio-économiques et politiques. Et cette figure de l'écrivain engagé s'inscrit dans la longue durée de la différenciation progressive entre champ littéraire et champ politique, avec la professionnalisation des carrières politiques sous le Second Empire et sous la Troisième République. Voilà, donc cette figure de l'écrivain engagé a décliné en France depuis la fin des années 70, du fait d'une conjonction de facteurs, comme je l'ai analysé justement dans l'épilogue de ce livre, Les écrivains et la politique en France. Donc, la remise en cause de la littérature engagée par le nouveau roman, la spécialisation qui entraîne la montée de la figure de l'expert et l'essor des sciences humaines, lesquelles conduisent Foucault à critiquer la figure de l'intellectuel universel, de l'intellectuel total, et de préconiser un engagement spécifique, la technicité croissante de la politique liée à la professionnalisation de cette activité. Simone de Beauvoir évoque cela dans Les Mandarins quand, attelé à sa table de travail, Henri Péron, personnage inspiré de Camus, comme vous le savez, est traversé par des sentiments mêlés, je cite, « Il se sentait obligé, comme tout le monde, de s'occuper de politique, mais alors ça n'aurait pas dû exiger un apprentissage spécial si c'était un domaine réservé à des techniciens qu'on ne lui demande pas de s'en mêler. » Et puis, le discrédit jeté sur le communisme et le marxisme à la fin des années 70, notamment avec les excès de l'engagement maoïste illustrés par le groupe tel quel. Alors, dans l'entre-deux-guerres était apparue une autre forme d'engagement des écrivains en tant qu'experts sur des questions culturelles. La nomination de Malraux en tant que premier ministre des Affaires, ministre des Affaires culturelles en 1958 et l'aboutissement de ce processus, j'y consacre un chapitre dans l'ouvrage, mais en même temps, ça a marqué l'apogée de ce processus, parce que dès les années 70, les écrivains sont remplacés par des hauts fonctionnaires et des spécialistes de gestion culturelle. C'est pas seulement vrai en France, c'est aussi vrai visible à l'UNESCO, par exemple. C'est une spécialité, la gestion culturelle, qui se développe fortement à partir de ce moment. Et si on regarde les successeurs de Malraux, parmi eux, il y a bien deux écrivains, Maurice Druon en 73-74 et Alain Perfit en 74, mais tous deux avaient les titres requis par ailleurs. Le premier a été formé à Sciences Po, le second à l'ENA, et le second, Perfit, menait une carrière politique après avoir été diplomate. Il avait été en charge de différents portefeuilles ministériels depuis 1962. En outre, leur mandat aux affaires culturelles fut de très courte durée. Donc ces facteurs ont entraîné une dépolitisation de la littérature française,
pas de la littérature francophone, et j'imagine qu'on va en rediscuter, dans les années 80. Dans cette conférence, je voudrais revenir sur les deux dimensions de l'engagement, par les prises de position et par les œuvres, pour sonder les évolutions qu'on peut observer dans la littérature contemporaine, et notamment le phénomène de repolitisation actuelle. Et je terminerai sur une nouvelle forme d'intervention de l'écrivain dans la cité, que l'on peut dire hybride, et qui est liée à la multiplication des événements littéraires. Alors tout d'abord, les formes d'intervention politique des écrivains. Pour les analyser, je reprends le modèle que j'ai construit dans mon livre et qui permet de les différencier aux différents pôles du champ littéraire. Donc, j'ai distingué des formes d'intervention idéale typique en croisant deux facteurs: le capital de notoriété ou le capital symbolique, axe vertical, et le degré d'autonomie, axe horizontal. Le croisement de ces deux facteurs permet d'identifier 4 figures idéales typiques qui existent à ce jour. J'essaierai d'en donner des exemples, malgré la dépolitisation que j'ai évoquée. Donc ces 4 figures idéales typiques, je les ai appelées esthètes, notables, avant-garde et polémistes. Et ces postures, elles existent à droite comme à gauche, quoique elles sont inégalement distribuées. La figure du notable est plus associée au conservatisme, celle du polémiste à l'extrême droite, mais il y a aussi une tradition d'extrême gauche, et puis il y a aussi des notables de gauche. Il existe bien sûr des positions intermédiaires, puisqu'il s'agit, j'insiste bien, de types. Ce ne sont pas des catégories, ce sont des types. Et les écrivains peuvent évoluer d'une position à l'autre au cours de leur trajectoire. Souvent, c'est de la posture avant-gardiste à la posture esthète lorsqu'ils sont consacrés, ou de la posture de polémiste à celle de notable, plus rarement de polémiste à esthète, mais il y a des exemples. Maurice Blanchot en est un. Voilà. Alors, si je prends le pôle dominant, et donc du côté de l'hétéronomie, on a le pôle des notables, que l'on trouve notamment du côté de l'Académie française, sans surprise, qui adopte une posture moralisatrice. Et cette posture sert à euphémiser la politique. De toute façon, plus on a de capital symbolique, plus on tend à euphémiser la politique, mais sur des modes différents entre le pôle hétéronome et le pôle autonome. Au pôle hétéronome, c'est plutôt la morale. Au pôle autonome, ça sera l'esthétique. Au pôle hétéronome, on euphémise la politique à travers des valeurs présentées comme universelles, comme la défense de la civilisation, une et unique, sous-entendu bien sûr occidentale. Les notables subordonnent aussi l'esthétique à la morale. Ils défendent souvent le classicisme en art et considèrent que la littérature doit être au service de l'ordre social. Et dans les œuvres littéraires, comme dans leurs essais, ou articles, ils adoptent sur les questions politiques et sociales cette posture moralisatrice qui euphémise leur vision du monde conservatrice. D'Henri Bordeaux, auteur des Murs sont bons en 1940, à Alain Finkielkraut, pourfendeur depuis son essai La défaite de la pensée en 1987, de la nouvelle barbarie, du multiculturalisme, de la déculturation et de la perte de la hiérarchie des valeurs culturelles. Alors, leurs genres de prédilection sont l'essai et surtout le portrait de l'homme politique, qui leur permet d'afficher leur proximité aux dirigeants de ce monde, à l'instar du Maréchal et son peuple d'Henri Bordeaux, où il avait écrit aussi une image du Maréchal Pétain, où il y a aussi Louis Bertrand qui a écrit un portrait de Hitler. Malraux, dans Les chaînes qu'on abat, s'inscrit dans cette tradition tout en renouvelant le genre. J'y consacre aussi un passage, un excursus dans le livre. Alors ce genre est, dans la période contemporaine, plus pratiqué par des journalistes, mais on peut penser à un personnage de roman de Philippe Besson qui retrace la campagne de Macron. Alors du côté de l'autonomie, en haut à gauche, donc, les esthètes refusent de subordonner la littérature à la morale. Ils valorisent la forme et tentent surtout, quand on est du côté des écrivains de droite, à esthétiser la politique, à la fictionnaliser, mais ça s'observe aussi à gauche. Donc on a des exemples, par exemple, si je prends Drieux-La Rochelle et Malraux dans les années 30, leur roman sur la guerre d'Espagne, Gilles d'un côté, l'espoir de l'autre, et ça va jusqu'à nos jours, Houellebecq dans Soumission ou Chloé Delhomme dans Les sorcières de la République. Donc des fictions politiques.
Alors, lorsqu'ils s'engagent par l'écrit, ils adoptent une écriture très stylisée, qu'il s'agisse du récit de voyage, comme dans Voyage au Congo de Gide, ou d'un essai tel que Frères migrants de Chamoiseau, qui fustige en un même souffle, à tonalité prophétique, les politiques migratoires et les politiques néolibérales. Ce qui est d'ailleurs assez rare de les associer de cette façon. À gauche, on tend à dénoncer des formes d'oppression dans un registre universel sans souscrire à des mots d'ordre politiques. On en verra des exemples dans la deuxième partie. À droite, on défendra les prérogatives des dominants lorsqu'elles sont menacées, à l'instar de Richard Millet, défenseur de la race blanche et de l'identité française contre le multiculturalisme, ainsi que de la domination masculine contre le féminisme. Il est l'auteur, comme vous le savez, d'un éloge littéraire d'Anders Breivik, où il prétend décrire la beauté du geste d'Anders Breivik qui a massacré 27 jeunes à Utoya. Alors, au pôle dominé en bas, c'est-à-dire les plus démunis de capital de notoriété, souvent nouveaux entrants, mais pas seulement. Côté autonomie, en bas à gauche, on trouve les avant-gardes qui valorisent le pouvoir subversif de l'art et de la littérature, notamment le pouvoir subversif des formes. Ils s'engagent à coups de manifestes en dénonçant toutes les formes d'orthodoxie, des surréalistes aux situationnistes et aux groupes tels quels. Caractéristiques du XXe siècle, ayant culminé dans les années 60, et je pense que Boris Gobi en parlera en clôture, les avant-gardes ont décliné depuis les années 80, mais on peut penser à la revue de littérature générale de Cadio et Alferi comme un exemple de cette fonction expérimentale, quoique peu politisée dans ce cas, à la différence des avant-gardes antérieures. Et il faut évoquer évidemment l'œuvre de Pierre Guyota, qui depuis Tombeau pour 500 000 soldats, Eden, Eden, Eden et le livre continue à représenter cette fonction, même si on peut dire qu'il tend de plus en plus vers le pôle esthète dans son cycle autobiographique. Alors côté hétéronomie, les polémistes qui jugent la littérature selon des critères sociopolitiques et qui privilégient la forme pamphlétaire dans sa forme 19e, c'est-à-dire fin du 19e, pas le pamphlet court, mais les gros pamphlets fin 19e, ou satirique, donc ce sont leurs genres de prédilection. On peut aller des pamphlets antisémites d'Édouard Drummond jusqu'au suicide français d'Éric Zemmour, qui sans doute aimerait devenir un notable, mais n'en a pas tout à fait encore, ou peut-être n'en aura pas les moyens. Cependant, on est ici à la lisière du champ littéraire, puisque Zemmour est plus connu comme pamphlétaire que comme romancier, bien qu'il ait écrit deux romans. Autre figure de polémiste qui agite ces jours-ci les médias, Yann Moix. Et on peut citer aussi Philippe Muret, qui se situe, quant à lui, entre la figure du polémiste et celle de l'esthète. Donc voilà, c'était juste des exemples pour montrer que ces formes continuent à exister de nos jours et être différenciées. Je voudrais en venir à présent à la dimension engagée des œuvres littéraires elles-mêmes. Donc, dans la deuxième partie de mon livre « Les écrivains et la politique en France », j'analyse diverses façons dont les œuvres véhiculent une vision du monde, des savoirs, des principes axiologiques qui sont plus ou moins en décalage avec la doxa et avec l'épistémé d'une époque, comme par exemple la vision du monde pacifiste pendant la Première Guerre mondiale et ensuite. Alors ici, je voudrais me concentrer sur une question que j'ai esquissée dans l'épilogue, la façon dont les œuvres littéraires exercent ou remettent en cause des formes de violence symbolique. Pierre Bourdieu définit la violence symbolique comme une violence douce et méconnue comme telle parce qu'elle s'exerce avec la complicité des dominés du fait qu'ils ont incorporé les schèmes de pensée dominants et participent ainsi à leur propre domination. La reconnaissance de la légitimité de la domination entraîne la méconnaissance de son arbitraire et l'intériorisation de la relation de domination par les dominés. Et cette définition de la violence symbolique ouvre des perspectives pour penser la relation entre littérature et idéologie. La littérature n'est-elle pas faite précisément de ces formes symboliques qui permettent d'euphémiser et donc de masquer les principes de domination tout en les légitimant ? Inversement, elle a le pouvoir de dévoiler ces principes cachés par une opération de description, déconstruction.
Alors je commencerai par deux exemples historiques de la fonction reproductrice d'un ordre social hiérarchisé. Il s'agit de deux romans publiés au moment où la jeune Troisième République entreprend de démocratiser l'accès à l'enseignement secondaire et donc au savoir en l'ouvrant à des enfants de classe moyenne. Donc je rappelle que le secondaire était payant jusqu'en 1932 et ne concernait qu'1% de la classe d'âge des garçons. Alors ces deux romans, ce sont Le disciple de Paul Bourget et Les déracinés de Maurice Barrès, produits donc par des notables de la littérature, qui montrent les dangers de l'acculturation des enfants des classes défavorisées, qui constitue à leurs yeux un facteur de déstabilisation de l'ordre social. Le disciple de Bourget, paru en 1889, et qui connut un large succès commercial, pour l'époque, 22 000 exemplaires vendus en un mois, met en scène la figure du savant coupé du réel, auquel la société demande des comptes quant à sa responsabilité morale. Il est érigé en mauvais maître parce que maître d'abstraction et d'un savoir spécialisé, laissant inemployés des facultés qui, chez des déclassés issus de milieux modestes, menacent de se déchaîner sous la forme de passions incontrôlées et d'attenter à l'ordre social. Et ce thème de l'effet nocif de l'enseignement abstrait sur un élève privé des conditions sociales et économiques du désintéressement et incapable de contrôler ses passions sera repris par Barrès dans Les Déracinés en 1897. Selon la conception popularisée par les Déracinés, les boursiers sont des déclassés. Le lycée a nourri chez eux des espoirs d'ascension sociale qu'ils ne peuvent réaliser à défaut du capital économique et social nécessaire pour s'établir. Déracinés de leur terroir sous l'influence d'un mauvais maître, arrachés à leur milieu d'origine, imprégnés d'universalisme kantien abstrait, ils ne peuvent que grossir les troupes du prolétariat intellectuel et, travailler par le ressentiment, se retourner contre la société qui les a leurrés en devenant des malfaiteurs. Alors, à gauche, la littérature réaliste socialiste fournit quant à elle des exemples de réalisme révolutionnaire où on voit une forte cohérence entre des œuvres et une idéologie. Régine Robin avait caractérisé ces œuvres par leur monologisme, par contraste avec le dialogisme que Barthes emploie pour définir la littérature. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où les écrivains communistes étaient soumis à la ligne jdanovienne, la littérature engagée telle que conçue par Sartre a offert un modèle plus complexe, porteur d'ambiguïté. Elle se démarque aussi du lyrisme révolutionnaire dont était empreinte la littérature engagée d'un Aragon ou d'un Malraux avant la guerre. La littérature existentialiste produit un effet d'objectivité en incorporant la vision du monde subjective du narrateur à l'univers fictionnel. Et chez Sartre, les chemins de la liberté partent du constat nauséeux de la contingence et de l'absurde à un renversement et vont jusqu'à un renversement de cette contingence comme principe de liberté de la conscience qui doit se matérialiser dans des choix, mais ces choix engagent la conscience dans le cadre d'une réalité historique, sociale et intellectuelle particulière. Et dès lors, c'est le théâtre qui s'offre à lui, à Sartre, comme l'espace propre à déployer sa conception d'une littérature engagée dans une voie plus nettement idéologique. Donc il n'arrive pas en fait à incarner ça dans le roman, la dimension vraiment idéologique. Pour Camus, le sentiment de l'absurde, théorisé dans le mythe de Sisyphe et illustré dans L'Étranger, ne peut être dépassé que par l'expérience de la révolte qui seule fait apparaître un sens. C'est L'homme révolté de 51, bien sûr, et ce dépassement qui permet de fonder une morale positive, Camus l'éprouve sur le mode allégorique dans une situation limite analogue à celle de la guerre, l'épidémie, donc c'est la peste en 47, et cependant dans La Chute en 56, il opère un retour critique en dénonçant le danger de l'hypocrisie de la bonne conscience. Et cette réflexion sur la condition humaine apparaît également dans l'œuvre de Simone de Beauvoir, tant dans la fiction, avec Le sang des autres en 1945, que dans les essais pour une morale de l'ambiguïté en 1947, avec une application particulière à l'engagement féministe. Comme je l'ai dit, la littérature engagée a été disqualifiée par le nouveau roman dans la deuxième moitié des années 50. Pour un nouveau roman publié en 60 de Rob Grillet, condamne aussi bien la littérature engagée que le réalisme socialiste pour leur didactisme. Selon lui, l'art ne doit servir aucune cause sous peine de sombrer dans l'orthodoxie et la routine. Refusant l'héritage humaniste qui veut que la littérature soit porteuse d'une morale positive, Rob Grillet appelle au retour de l'art pour l'art. Pour l'écrivain, la notion d'engagement ne peut être de nature politique. Elle désigne, je cite, la pleine conscience qu'il a des problèmes actuels de son propre langage.
Alors le pôle esthète de la littérature française a longtemps été marqué par cet interdit du social et du politique décrété par le nouveau roman et par la suspicion jetée sur les idéologies. Malgré cette nette dépolitisation, les thématiques sociales et politiques n'ont pas complètement disparu. La critique sociale s'effectue désormais en donnant voix aux dominés, victimes du capitalisme, du néolibéralisme, de la colonisation, de la fermeture des frontières, du patriarcat et du sexisme, au moyen de formes littéraires innovantes. Elles mettent à nu les formes à travers lesquelles s'exerce la violence symbolique, tout en étant effectivement plus sur le mode du questionnement, de l'interrogation ou du point de vue que dans l'affirmation d'une thèse. Donc au pôle expérimental du champ littéraire, peu après le récit autobiographique de l'expérience maoïste de l'établissement en usine publié par Robert Linhart aux éditions de Minuit, l'établi, avait paru chez POL L'excès l'usine de Leslie Kaplan, qu'on entendra demain, et chez Minuit, Sortie d'usine de François Bon, donc les deux en 82, qui se démarquaient tous deux du traitement réaliste socialiste de l'usine par le recours chez la première à une forme poétique et un usage du « on » signalant la dépersonnalisation au sein du collectif, et chez le second à la perspective intradiégétique et au parler populaire. 20 ans plus tard, à l'ère des grandes délocalisations, François Bon enquête dans Daewoo chez Fayard en 2004 sur les conséquences désastreuses qu'elles ont eues sur les ouvriers licenciés, l'ouvrage prenant la forme d'entretien qu'il leur donne la parole à ces ouvriers. Et dans Des châteaux qui brûlent, en 2017, Arnaud Bertina imagine les suites d'une grève d'ouvriers dans un abattoir breton placé en liquidation judiciaire, faisant entendre une pluralité de voix. Alors le point de vue des sans domicile fixe s'exprime dans Par la ville hostile de Bertrand Leclerc, 2016, qui narre l'histoire tirée d'un fait divers d'une mère célibataire expulsée d'un HLM suite à la condamnation de ses fils pour trafic de stupéfiants. Dans un pamphlet poème intitulé Papier, chez Laurence Tepper en 2007, Claude Mouchard témoignait du traitement des sans-papiers à partir d'un collage d'extraits de journaux, de bribes d'informations, de scènes vécues dans la ville de l'auteur Orléans. Je cite terrain depuis plusieurs années d'expérimentation du sarkozysme, ou encore à l'aéroport de Roissy, et il interroge la signification du nous qui les exclut. La condition des migrants est restituée avec une certaine distance par Marie Darrieussecq dans son dernier roman. Elle est aussi au cœur et surtout au cœur de Murs Méditerranée de Louis-Philippe d'Alembert, qui structure le récit à partir d'un ratio de fortune où convergent trois destins, ceux de trois femmes, une Nigériane juive, une Érythréenne chrétienne et une Syrienne musulmane, dont l'histoire individuelle et le périple qui les a conduites à ce ratio, en passant pour les deux premières par l'esclavage en Libye, sont retracés dans chacun des trois volets du livre à partir de leur perspective. Donc on est en fait sur le ratio, on revient toujours au ratio, et puis chaque volet c'est une sorte de flashback, de retour de la trajectoire de chacune de ces femmes par leur mémoire, la manière dont elles revivent leur histoire à partir de ce moment. L'expérience de la violence physique, maltraitance et viol en Libye et dans la cale du Rafio se double de celle de la violence symbolique, humiliation, déshumanisation, racisme, y compris parmi les migrants, à travers les hiérarchies de classe et de race entre la bourgeoisie arabe et les subsahariens qui sont dans la cale. Enfin, il y a une hiérarchie même physique. Alors, la critique de la condition postcoloniale est omniprésente dans la littérature francophone maghrébine et subsaharienne qui a émergé sur la scène littéraire française depuis les années 60 et a fait l'objet de travaux conséquents. Je renvoie notamment aux ouvrages de Claire Ducournau et de Tristan Leperlier dans une perspective de sociologie de la littérature. J'évoquerai ici en exemple juste l'œuvre d'Alain Mabankou qui incarne des situations de domination sociale, coloniale, genrée. Ces formes de domination peuvent s'imbriquer, se cumuler, mais aussi se renverser. Les récits épousent le point de vue des dominés, des damnés de la terre. Ils donnent voix aux sans-voix, nous donnent à voir le monde par leurs yeux, des bois sans soif, comme le narrateur de Vers cassés en 2005, des orphelins comme le Grégoire Nakobo Mayo d'African Psycho, qui est l'antithèse de Patrick Bateman, le beau et riche Golden Boy d'American Psycho de Bret Easton Ellis, qui rêve de devenir lui aussi un serial killer, donc le Grégoire d'African Psycho, sans y parvenir.
ou encore son héros de Petit Piment, qui est tourmenté par le désir de revanche après avoir été élevé dans un orphelinat dont le directeur se maintient pendant 30 ans grâce à son capital politique, expulsant les religieux, se mettant au service du Parti congolais du travail et plaçant ses neveux. Donc ces voix font jaillir la violence contenue, grondante, explosive, mais mettent également en scène les formes de résignation. Elles bousculent la syntaxe et la ponctuation, innervent le récit de la tradition orale du conte africain, de la fable, de la magie, conduisent à des rebondissements inattendus, ce qui interroge les modalités d'accès à la parole. Petit Piment écrit ses confessions depuis l'établissement pénitentiaire pour prisonniers irresponsables où il est enfermé. Et donc, du coup, attire l'attention sur les conditions du récit, tout comme les références littéraires dont le texte est saturé. Et le tout était enrobé d'un voile d'ironie qui désamorce et minore la violence, la tourne en dérision. Mais la domination coloniale est partout présente, dans les structures sociales comme dans la conscience, qui fait également l'objet d'un essai donc, de Mabankou, le sanglot de l'homme noir. Alors, s'arracher à la violence symbolique fut l'objectif du courant de l'écriture femme qui a fleuri dans les années 70. Il a donné lieu à des innovations formelles qui situent des auteurs comme Monique Wittig avec le Poponax ou Hélène Cixous au pôle de l'avant-garde. Depuis, les nouvelles formes de la domination masculine ont été explorées par les écrivaines contemporaines dans des genres différents, du récit autobiographique, à l'instar de La femme gelée d'Annie Ernaux en 81, dont d'ailleurs toute l'œuvre d'Annie Ernaux est traversée par la problématique de la violence symbolique des rapports sociaux de classe et de sexe, jusqu'au décapant essai de Virginie Despentes, King Kong Theory. J'en cite juste une phrase. Quand on affirme que la prostitution est une violence faite aux femmes, on veut nous faire oublier que c'est le mariage qui est une violence faite aux femmes et d'une manière générale, les choses telles que nous les endurons. Alors, parmi les romans contemporains, je voudrais évoquer celui de Camille Laurence, Celle que vous croyez. Donc, c'est un roman qui s'ouvre sur la déposition d'une femme à la gendarmerie, plainte délirante contre les violences faites à ses semblables partout dans le monde. Je cite, « On l'a pendue, cette femme, vous savez bien, elle avait tué l'homme qui l'avait violée, il nous tue, c'est la haine, vous savez, c'est la haine. » Par-delà la condition féminine, le roman interroge la production de récits de soi et de la subjectivité en interaction étroite avec les dispositifs institutionnels et communicationnels, gendarmerie, hôpital, cadre judiciaire, hôpital psychiatrique, cadre judiciaire, Facebook, atelier d'écriture, contraintes éditoriales, qui laissent plus ou moins de place au subterfuge, à la manipulation, à la dissimulation, aux liaisons dangereuses et aux fausses confidences, mais aussi à des expressions de sincérité qui n'ont rien à voir avec la question de la vérité. C'est en fait la protagoniste de ce récit se déguise en une jeune femme de 27 ans pour se faire séduire un homme plus jeune qu'elle. Donc on voit tous les mécanismes de l'intériorisation de la domination masculine. Évidemment, elle ne se présente jamais à lui, donc ils ont une relation par Facebook. Dans le triptyque Trois femmes puissantes, couronnées par le Goncourt, Marie Ndiaye interroge les conditions de maintien de l'intégrité chez ces femmes confrontées à diverses formes d'humiliation, dont la dernière, Kadi Damba, périt alors qu'elle tente de quitter clandestinement l'Afrique. Enfin, mêlant les genres de la poésie au roman d'anticipation en passant par la forme du procès, l'émission de radio et la tragédie antique, la politique fiction de Chloé Delhomme, Les sorcières de la République, se construit autour du procès de la Sibylle, prophétesse, conseillère des déesses de l'Olympe et fondatrice du Parti du Cercle qui a pris le pouvoir en 2017 pour venger le sexe féminin. Alors, pour illustrer la mise en forme littéraire de la violence symbolique intériorisée, je voudrais m'arrêter brièvement sur le colonel des Zouaves d'Olivier Cadiot, œuvre phare de la génération montante des années 90, paru chez POL en 97, qui, à travers le flux de conscience d'un majordome, éclaire d'un jour nouveau la condition domestique et la relation de service. Cette phénoménologie de sa perception du monde, l'ouïe, la vue, le toucher, d'une acuité extrême, du fait d'un habitus professionnel d'être à l'écoute, illustre le fonctionnement de la violence symbolique, à savoir l'intériorisation de la domination par les dominés qui les rend complices des dominants. Elle montre en acte l'adhésion de ce domestique à sa fonction avec laquelle il fait corps, ne cessant de se perfectionner dans son art de servir, l'absence de coordonnées spatio-temporelles renforçant l'exemplarité du récit.
Et en même temps, il s'échappe de sa fonction, de sa condition, par l'imagination. Il rêve. Au long de cette vie répétitive, c'est dans son esprit que germent des histoires, un peu comme chez Emma Bovary. Son raffinement, la richesse de ses facultés perceptives, il capte des motifs du tapis, des illustrations artistiques dans des ouvrages, des détails de la nature, et imaginative, contraste avec la vulgarité stupide de son maître et de ses invités, dont les conversations sont des tissus de clichés de la pensée conservatrice. Devenir narrateur lui donne du pouvoir, un fantasme de pouvoir qui renverse le rapport de force. Il tue les invités de son hôte, il enlève la belle invitée rousse, et il devient, par la puissance de l'esprit, une sorte de Don Quichotte. Ainsi, en dévoilant les mécanismes de la violence symbolique, la littérature a le pouvoir de dénaturaliser l'ordre social, de remettre en cause un ordre établi, fondé sur la construction des identités légitimes et la naturalisation des hiérarchies sociales, ainsi que sur la justification des formes de domination. Elle a le pouvoir de faire entendre le point de vue des dominés et de porter au jour le travail d'intériorisation de la domination. Alors, je vais terminer par les nouvelles formes d'intervention des écrivains dans la cité, ça sera plus bref. L'essor des festivals de littérature et de la nouvelle formule des résidences d'écrivains qui implique des formes d'animation dans la cité ouvre de nouvelles modalités de présence et d'intervention des écrivains. Si les conférences et interviews d'écrivains ne sont pas une forme nouvelle, les tournées de conférences remontent au XIXe siècle en Angleterre, les festivals de littérature, type d'événements littéraires qui se développent depuis les années 90 en se démarquant des salons et des foires du livre où prévalent les enjeux commerciaux, offrent de plus en plus une sphère publique alternative aux écrivains. C'est surtout le cas dans nombre de festivals internationaux, à commencer par le Festival de Berlin qui a lieu en ce moment, où les conférences inaugurales sont données par des écrivains sur des thématiques politiques. C'est aussi marqué par la féminisation de cet engagement intellectuel d'écrivaines. Ces festivals offrent une sphère publique alternative, comme j'ai tenté de l'avancer dans un article qui va paraître dans un volume sur World Authorship chez Oxford University Press. En France aussi, les festivals internationaux comme Étonnants Voyageurs et America offrent de tels espaces, reliant littérature et politique. D'autant que si le nouveau roman a instauré une séparation entre ces deux sphères dans la littérature française, la réception des littératures étrangères continue d'être fortement politisée. Ce fut le cas pour les littératures d'Europe de l'Est avant la fin du communisme, et c'est toujours le cas, par exemple, de la littérature israélienne que j'ai étudiée par ailleurs. C'est a fortiori le cas pour des écrivains persécutés dans leur pays, comme l'écrivaine turque Asli Erdogan. Alors, si je prends l'exemple d'Étonnants Voyageurs, en 2010, le thème affiché du festival, c'était « Zone de fracture, Russie, Haïti, Afrique, France, que peut la littérature dans le chaos du monde ?» Mais même lorsqu'il n'y a pas de thématique sociale ou politique affichée, les débats avec les écrivains et les questions qui leur sont posées ont souvent une dimension sociale, politique, économique, voire existentielle. Lors de l'enquête que j'ai réalisée avec mes étudiants sur le festival Les Correspondances de Manosque en 2011, j'ai pu effectuer des observations de ces débats. Par exemple, Kamel Daoud, invité cette année-là pour son recueil de nouvelles Minotaure 504, a été interrogé sur la situation en Algérie. Il a évoqué la guerre civile au moment de laquelle il a commencé à écrire, la colonisation, les régimes totalitaires, les révolutions, la globalisation qui exacerbe les particularismes, je cite. Voilà. Ce type de question est cependant plus fréquent, comme je l'ai dit, pour les écrivains étrangers que français, mais Eric Reinhardt a quant à lui évoqué à propos du système Victoria le capitalisme multinational. Les résidences offrent aussi pour nombre d'écrivains des espaces d'engagement à travers les activités d'animation et ces expériences nourrissent parfois les œuvres en retour. L'un de nos enquêtés raconte que son écriture poétique a évolué à la suite d'une telle expérience qui lui a fait introduire une voix narrative. Je lis cet extrait d'entretien. Dans ce recueil que j'ai écrit à l'occasion de cette résidence d'écriture, j'ai fermé un maximum la porte de la métaphore pour trouver une écriture beaucoup plus épurée, plus prosaïque, plus narrative aussi, puisque ce sont des petites pièces poétiques. Et puis, il y a une troisième partie de ce recueil qui va paraître, qui est le journal d'une femme à laquelle j'ai prêté
une écriture, si vous voulez. Enfin, c'est un personnage de papier. C'est la première fois que je faisais ça, créer un personnage, inscrire une fiction presque romanesque à l'intérieur de la poésie. C'est une autre texture, une autre économie de l'écriture dont je ne me savais pas forcément capable. Je pense que pour les lecteurs, ça apparaîtra comme quelque chose de très différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc c'est quand même un bénéfice. C'est à mettre au bénéfice de cette résidence et de l'immersion que l'écrivain voyageur que je suis, pour dire les choses de manière un peu caricaturale, a éprouvé en voyageant seulement dans le regard des autres et dans les histoires des autres. Enfin, certains de nos enquêtés font des ateliers d'écriture à l'école, en prison, dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite. Et l'un d'entre eux, le poète et éditeur Bruno Doucet, qui a fait des ateliers en prison de façon quasi bénévole, raconte avoir même, à l'issue d'un tel atelier, publié un poème d'un prisonnier dans une anthologie. Alors, pour conclure, on peut dire que si l'on observe des continuités dans les formes de l'engagement, surtout à l'heure de la repolitisation de la littérature française, il y a aussi des différences marquantes qui découlent de la division du travail intellectuel et de la clôture du champ politique sur lui-même, même si un Philippe Besson a pu être nommé consul à Los Angeles en remerciement de ses services, alors que contrairement à ses prédécesseurs, écrivains diplomates, on a essayé de me faire dire à la radio qu'il y avait des antécédents, mais sauf que si on regarde les antécédents, les autres avaient tous des titres qui justifiaient une telle nomination, ce qui n'est pas le cas de Philippe Besson, c'est-à-dire qu'ils avaient des expériences. Voilà. Alors c'est à l'extrême droite qu'on observe le plus de continuité avec les pamphlétaires comme Zemmour et Renaud Camus, théoricien du grand remplacement, qui fut candidat en 2002 à la présidence de la République avec le parti de l'innocence, qu'il a fondé pour défendre les valeurs de civisme, de civilité, c'est une citation, hein, de civilisation, d'urbanité. Puis il a appelé à voter Marine Le Pen, quand il a échoué, pour faire barrage à l'immigration. Et puis, il a rallié en 2015 un parti satellite du Front National, Souveraineté, Identité et Liberté, et il préside depuis novembre 2017 le Conseil national de la résistance européenne qu'il a cofondé à Colombey-les-Deux-Églises, site du mémorial Charles de Gaulle, pour défendre la France libre et la civilisation européenne. La gauche littéraire, esthète, qui s'est fortement féminisée, a quant à elle rompu depuis le nouveau roman avec la littérature engagée, comme on l'a vu, et ne traite de sujets sociopolitiques que sur le mode distancié que j'ai décrit, sans proposer de thèse. Elle œuvre par contre à décrire et donc à dénaturaliser les mécanismes par lesquels s'exerce la violence symbolique dans divers espaces socioculturels et contribue ainsi à remettre en cause les hiérarchies sociales issues de la construction des identités légitimes en termes de classe, race et genre. Il y a aussi d'autres, on pourrait parler du travail sur l'histoire, sur la mémoire, j'ai pas le temps de développer ici, j'en ai parlé un peu ailleurs. En tout cas, cette gauche littéraire ne se mobilise que ponctuellement, on peut dire, par la signature de pétitions ou par des réactions d'indignation, comme celle de Leclésio et Annie Ernaux contre le pamphlet de Richard Millet, Éloge littéraire d'Anders Breivik. Ces protestations révèlent les principes et les valeurs éthico-politiques que partage au minimum et par-delà la diversité des sensibilités politiques cette gauche, prise dans un sens assez large, cette gauche littéraire, défense des droits humains, antiracisme, refus de tout essentialisme identitaire, égalité des sexes. Dans Bibliops, Jean-Marie Leclésio pose la question à propos de l'éloge littéraire d'Anders Breivik de Richard Millet je cite, la responsabilité des écrivains dans la propagation du racisme et de la xénophobie, lequel, dit-il, prend désormais le visage de l'islamophobie. Donc il fait une comparaison avec les années 30 et il dit que la propagande utilise les mêmes termes aujourd'hui que dans les années 30, les mêmes slogans, les mêmes obsessions, l'invasion des étrangers, la perte des repères chrétiens, la pureté de la race. Fustigeant Millet, qui n'existe que par et pour le scandale, il recommande, pour comprendre Breivik, plutôt la lecture de Seventeen de l'écrivain japonais Oe Kanzaburo, l'histoire d'un adolescent entraîné vers l'ultranationalisme, ça plutôt que le pamphlet de Millet, signalant ainsi la valeur cognitive de la fiction littéraire de qualité comme moyen de compréhension du monde. L'article d'Annie Ernaux, qui est apparu dans Le Monde du 10 septembre 2012, exprime, à l'instar de Leclésio, le dégoût que cette lecture du pamphlet de Millet lui a inspiré. L'écrivaine décortique la rhétorique perverse du pamphlet, qui s'éclaire du premier essai Langue fantôme,
où l'auteur se désole du déclin de la littérature française et de la perte de sa pureté sous l'effet de l'immigration et du multiculturalisme. Et Annie Ernaux récuse fermement cette thèse, je cite, « Jamais je n'accepterai qu'on lie mon travail d'écrivain à une identité raciale et nationale me définissant contre d'autres, et je lutterai contre ceux qui voudraient imposer ce partage de l'humanité. » Donc, dénonçant un acte politique à visée destructrice des valeurs qui fondent la démocratie française, c'était une citation, Annie Ernaux conclut qu'il ne s'agit ni plus ni moins d'un pamphlet fasciste, je cite, qui déshonore la littérature. Et cet article a recueilli l'approbation de 112 écrivains de toute génération, dont 52 femmes, qui sont dans l'ensemble assez représentatif du pôle esthète de la gauche littéraire. Donc j'ai fait une rapide analyse des signataires. Donc plus d'un tiers publient ou ont publié au moins un titre chez Gallimard ou dans une de ses filiales, chez Vertical, Mercure de France, POL, un cinquième au Seuil ou aux éditions de l'Olivier, qui est une filiale du Seuil. Quelques-uns publient chez de petits éditeurs expérimentaux, tels que Al Dante ou Inculte. Environ un tiers sont lauréats de prix prestigieux, un Nobel, 3 Goncourt, 3 Médicis, 5 Femina, 3 Renaudot, plusieurs prix de l'Académie française et d'autres moins médiatisés, mais marquant une reconnaissance par les pairs de prix. Voilà. Et enfin, j'ai montré que dans la dernière partie, que les festivals, résidences et ateliers d'écriture offraient aux écrivains de nouveaux espaces d'intervention en personne qui peuvent être ouvertement politisés comme les festivals de Berlin ou plus strictement littéraires comme les festivals Les Correspondances de Manosque, mais qui constituent une sphère publique alternative à l'heure où la littérature tend à être évincée de la plupart des médias ou ne s'y trouve que sous la forme du scandale ou de la sacralisation de la personne de l'auteur dans le cadre de l'économie symbolique de la célébrité. Voilà, merci de votre attention.